Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège de nous entretenir avec le professeur Amadou Koné. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème la science du vivant en période de pandémie. Mais avant cela, nous allons expliquer un peu à nos téléspectateurs votre curriculum. Vous êtes donc professeur, comme on l'a dit dans nos propos. Vous avez un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire que vous avez eu à l'université Jean Monnet. Avant cela, en 2000, vous aviez été boursier d'excellence lors de la première promotion qui avait été lancée à l'époque par le président Alpha Oumar Konaré. Vous êtes enseignant, chercheur à l'Université des sciences, des techniques et de technologies de Bamako, l'USTTB. Vous êtes également, vous dirigez plutôt également l'unité de biologie moléculaire qui est impliquée dans le diagnostic des infections émergentes, donc Ebola, dengue, Zika, fièvre jaune, Crimée-Congo et récemment le Covid. Vous encadrez des étudiants en master et en doctorat. Vous êtes impliqué dans la promotion des sciences au Mali, car vous êtes promoteur du projet d'enseignement des sciences dans les écoles qui s'appelle La main à la pâte. Vous êtes coordinateur, entre autres choses. Donc, sans plus tarder, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'il faut comprendre par science du vivant et en période de pandémie? Donc, science du vivant, qu'est-ce que c'est déjà d'une part? Et puis après, peut-être que nous verrons ce que c'est que la pandémie et les corrélations qui peuvent être établies. Merci beaucoup, j'essaie pour cette question et pour l'invitation. Alors, les sciences du vivant, c'est l'ensemble des sciences qui s'intéressent à tout organisme, toute entité qui a une vie. Une vie, ça veut dire qu'il y a un métabolisme qui peut évoluer, qui peut grandir, qui peut même mourir. Donc, on parle du règne végétal. Donc, il s'agit des végétaux, des plantes, les végétaux supérieurs, les végétaux inférieurs. On parle des animaux. L'homme fait partie du règne animal. Mais il y a donc l'homme, l'espèce humaine. Il y a les animaux domestiques, les animaux sauvages. Il y a les microbes aussi. Donc, les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. Donc, micro-organismes que nous ne pouvons pas, en tout cas pour certains, voir à l'œil nu. Et donc, il nous faut des outils pour les voir. Il y a, voilà, donc c'est tout ça l'ensemble du vivant. Donc, maintenant, les sciences qui s'occupent du vivant donc, évoluent en temps normal, selon les besoins, selon les contextes, selon l'histoire et même selon la mode aussi, et comme récemment pour Covid. Donc, ça fait partie aussi des sciences du vivant. Maintenant, Covid, c'est une pandémie actuellement. Ça veut dire qu'il y a un foyer d'infection à plusieurs endroits, dans plusieurs pays. Donc, pratiquement aujourd'hui, pratiquement tous les pays ont été affectés par la pandémie là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi un peu la différence entre justement pandémie, épidémie, endémie? Oui. Alors l'épidémie, c'est la survenue d'une maladie donc dans une localité donnée, dans un pays, voilà, dans un pays donné, avec beaucoup de cas, enfin en tout cas un certain nombre d'individus sont affectés par une maladie en particulier. Maintenant, ça dépend des infections aussi. Il y a des cas comme la fièvre jaune par exemple. Même si on a un seul cas, on parle d'épidémie parce que c'est une maladie tellement contagieuse qui peut se transmettre tellement facilement qu'on parle d'épidémie. Mais l'épidémie, ça reste confiné à un endroit, dans une zone géographique, dans un pays. Maintenant, quand cette épidémie revient à des fréquences régulières, plusieurs fois, en tout cas, soit dans l'année, soit sur plusieurs années, donc on dit que la maladie là est endémique à tel endroit, comme le paludisme par exemple. Le paludisme, il y a des saisons au Mali, on a des saisons où on a beaucoup de cas. Donc, et chaque année aussi, on a aux mêmes périodes, on a beaucoup de cas. Donc, on dit que le paludisme est endémique au Mali. Maintenant, quand on parle de pandémie maintenant, donc c'est une épidémie, mais qui a atteint plusieurs régions
dans le monde, plusieurs pays dans le monde, dans une période donnée. Donc là, on parle de pandémie, comme c'est le cas actuellement. Voilà. Donc si j'ai bien compris un peu pour résumer, c'est-à-dire que par exemple, le cas du Covid-19 actuellement, c'est une épidémie endémique puisqu'elle revient en plus, et pandémique puisqu'elle est partout, c'est ça? Voilà, donc c'est une épidémie. Les trois à la fois. Voilà, pandémie. Maintenant, endémie, c'est pas encore endémie au niveau mondial, parce que peut-être comme c'est là, on va dire, on a une vague, deuxième vague, troisième vague, mais ça reste très proche. Du coup, on va attendre encore l'année prochaine pour voir si ça revient encore. Bon, espérons que ça ne revienne pas et qu'avec l'avènement des vaccins qui commencent à être déployés sur le terrain à différents endroits, nous espérons que l'humanité va venir à bout de cette maladie-là, de ce fléau-là. En parlant de vaccins, justement, on nous dit on parle de nanotechnologie par rapport à ces vaccins-là. Je ne sais pas si vous avez des informations dessus, et si oui, si vous pouvez un peu nous expliquer. Parce que nanotechnologie et vaccin, on ne comprend pas très bien comment c'est possible, on ne voit pas le lien potentiel. Comment c'est possible? Alors, les nanotechnologies, c'est vraiment un domaine récent. Donc, il y a eu un boom dans le monde les 15 dernières années. Donc, c'est vraiment récent, c'est en plein développement. C'est vraiment la structure des molécules qu'on étudie au niveau le plus petit possible. Et maintenant, les vaccins, par le passé, comment on faisait les vaccins? Déjà, on prenait l'agent microbien, donc qui cause même la maladie. On l'atténue, on l'inactive, on le tue. Mais il est là, mais il n'a plus de vie. Ça veut dire qu'il n'a plus de capacité à se reproduire. On injecte à un individu. L'individu, avec son système de défense, donc son système immunitaire, va voir comme un danger, va se défendre contre le danger et va venir à bout de ce danger-là. Mais comme il ne se réplique pas, il ne se multiplie pas, maintenant le corps va garder en mémoire. Maintenant, la prochaine fois, quand on a le vrai danger qui vient, vivant, donc le corps était déjà préparé et il lutte rapidement contre ça. Donc c'est ça la vaccination même. Maintenant, avant, on utilisait soit tout du microbe ou une partie du microbe, donc les protéines qu'on fabriquait et qu'on injectait aux individus pour les vacciner. Maintenant, pour booster le système, c'est-à-dire que pour que ça facilite la reconnaissance par le système immunitaire, on utilisait ce qu'on appelait des adjuvants. Donc il y avait tout un ensemble d'ingrédients qu'on mettait dans le vaccin et on injectait aux individus. Maintenant, les nanotechnologies qui étaient en cours de développement, qui sont déployées à dans d'autres choses, on a essayé de tester maintenant le vaccin dans les nanotechnologies. Ça veut dire quoi? On a fait des microparticules, donc des nanoparticules, et on a mis des morceaux du matériel génétique du virus dans ces nanoparticules-là. Maintenant, quand on injecte maintenant, ces nanoparticules vont diriger le matériel génétique du virus à des endroits précisément bien ciblés pour délivrer là-bas. Maintenant, à la différence, donc ces vaccins en cours là, en tout cas au moins le vaccin de Pfizer avec BioNTech et les vaccins de Moderna, en tout cas les deux pratiquement c'est le même concept, ce sont des vaccins à ARN. Ça veut dire que le matériel génétique du virus, donc c'est une molécule qu'on appelle ARN, donc les nanoparticules ont donc capturé ça, donc vont délivrer dans les cellules. Maintenant, il y a une étape, ces ARN-là vont faire la protéine, donc c'est une protéine du virus même, comme c'est une protéine étrangère. Donc le corps même va dire, ça c'est une protéine étrangère, donc va développer un ensemble de mécanismes pour reconnaître, pour développer des soldats de défense de l'organisme, pour lutter contre, et ça va garder en mémoire. Et comme cela, en tout cas, durant toute la période de la pandémie, donc on est protégé contre au moins 7 formes de virus qui a servi à faire le vaccin. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions parce que ce sont les nanotechnologies. C'est la première fois qu'on utilise ça dans les vaccins. Mais en tout cas, les avantages, c'est que les adjuvants qu'on mettait dans les vaccins avant, il y avait beaucoup d'individus qui étaient allergiques, donc qui développaient des réactions allergiques à cela. Il y avait aussi des effets secondaires. Bon, là, on n'a pas suffisamment de recul d'abord pour parler d'effets secondaires, mais en tout cas, la technologie, même si c'est hautement technologique, mais aussi c'est finalement simple. D'accord. On va attendre de voir les résultats de la science et des recherches. Et entre-temps,
pour un peu revenir à ce qu'on a dit dans nos propos liminaires, vous avez été boursier d'excellence, vous êtes allé faire vos études en France, à Lyon notamment, où on s'est d'ailleurs croisés, et vous avez fait un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire. Donc vous aurez pu avoir d'excellentes positions dans ces pays-là, mais vous êtes quand même revenu au Mali, parce qu'on a tendance à dire, bon, la fuite des cerveaux, où on a des membres ou des membres de la diaspora qui préfèrent rester à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'opportunité ici. Donc je voudrais savoir, peut-être dans ce domaine bien précis, est-ce qu'il y a plus d'opportunités que dans les autres, ou est-ce que c'est peut-être une volonté simplement de venir sur le terrain, de battre ce qu'il y a à battre et de faire aussi ce qu'il y a à faire pour pouvoir développer les choses, parce que vous nous dites aussi dans un second volet que vous êtes coordinateur d'une association qui s'appelle La Main à la Pâte et qui a pour vocation justement d'inciter les jeunes à aller justement vers les domaines technologiques, scientifiques et autres. Donc qu'est-ce qui vous a motivé déjà à revenir, sachant que vous aurez pu avoir un poste dans peut-être un bon laboratoire en France ou ailleurs? Ok, merci. Ça, c'est une question très pertinente. C'est vrai qu'après mon doctorat, j'ai enseigné à l'université Jean Monnet 2 ans avant de revenir. Et déjà, il faut saluer le programme donc, de bourse d'excellence dès sa conception. Donc, les autorités du pays du temps du président Alpha Omar Konaré donc, avaient identifié dans différents domaines que le pays pouvait considérer comme prioritaire pour son développement et au niveau desquels on avait des gaps. Donc, le système universitaire malien n'avait pas d'offre de formation dans ces différents domaines-là. Donc, un cahier de charges avait été établi. Donc, il y avait 300 domaines, entre 300 spécialistes avaient été identifiés dans 8 grands domaines. Et donc, il y avait l'informatique, la biologie, la physique, l'aéronautique, etc., les mines. Donc, pour envoyer des élèves, en tout cas choisis sur la base de certains critères pour aller faire ces formations-là. Donc, ça veut dire que dès la conception du projet, il y avait un besoin qui avait été identifié auparavant dans le pays. Maintenant, nous, quand on a fini, donc, bien sûr, c'est un concours de circonstances. Quand je me suis retrouvé ici, même si en tout cas, j'ai voulu être là comme la plupart des boursiers qui partaient, parce qu'on a signé un acte notarié pour partir et on s'est engagé à revenir servir. J'ai vu les besoins durant mes vacances qu'il n'y avait pas beaucoup de biologistes moléculaires. Et ceux qui faisaient de la biologie moléculaire, c'était des parasitologues, des gens qui étaient dans la médecine vétérinaire, des gens qui étaient dans la biologie végétale, qui faisaient aussi, mais quelqu'un qui a fait biologie moléculaire pure, je veux dire, et qui pouvait contribuer au développement de l'enseignement dans ce domaine-là. Donc j'ai vu que vraiment il y a un besoin. Donc j'ai profité de congés pour faire le concours de l'enseignement supérieur et du coup je me suis préparé à revenir. Donc bien sûr je pense que ça a été un choix qui était bien à propos parce que quand l'épidémie de la maladie à virus Ebola avait éclaté, donc ça trouvait qu'on avait, en tout cas on était là, on était préparé, il fallait juste des outils pour détecter la maladie et ça a été vraiment un grand moment de fierté pour dire qu'on a bien fait de revenir. Au-delà de ça, on contribue à former beaucoup d'étudiants en biologie moléculaire. Beaucoup sont déjà, il y a au moins une dizaine qui sont déjà au niveau de doctorat, qu'on a formé, qu'on a suivi, qu'on suit, qu'on continue de suivre aussi. Et donc, ils sont en train de faire leur doctorat ou qui ont déjà soutenu leur doctorat. Donc ça, c'est aussi encore une grande source de fierté. Et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment... Mais poursuivant dans le même sens, si j'ai bien compris, il y a vous, professeur, et puis il y a peut-être de nouveaux doctorants qui arrivent, ou de nouveaux docteurs plutôt. Et il y en a peut-être d'autres aussi qui ont travaillé dans des secteurs, en tout cas, connexes. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, par exemple, au Mali, pour qu'on ait pas... On sait que le plateau technique ne peut pas être le même que, par exemple, en France. Mais comment faire pour avoir un plateau technique décent et compétitif qui nous permette de faire de la vraie recherche et d'avoir des vrais résultats ou des vraies avancées dans tel ou tel domaine? Parce que, apparemment, on a les ressources humaines qu'il faut. Maintenant, au niveau des ressources techniques, qu'est-ce que
qui doit être fait ou par l'État, ou par les partenaires, ou par les universités. Par qui, en fait, et comment? Ok. Donc déjà, le premier acteur, donc je pense, à mon avis, ça doit être l'État d'abord. Mais l'État, il faut que l'État sache quel est le besoin du terrain. Donc c'est là l'intervention du chercheur, donc du scientifique, de l'universitaire qui identifie qu'est-ce qu'il a besoin comme outil technologique, comme instrument, comme cadre de laboratoire, cadre d'enseignement, pour développer la recherche. Maintenant, identifier, mais l'État quand même doit avoir en stratégie de développer les plateaux techniques locaux. Donc si l'État accompagne, l'autre responsabilité du chercheur, c'est de chercher des partenariats. Donc identifier les collaborateurs. Bon, pour certains d'entre nous qui avaient étudié à l'extérieur, qui avons aussi des réseaux scientifiques, donc on a des partenaires qui sont prêts à nous accompagner s'il y a le quitus de l'État. Mais le quitus de l'État, ça consiste en quoi? Parce qu'il peut peut-être expliquer aussi, par exemple, supposons que l'État aujourd'hui, même si on est dans une période de transition, veut accompagner la recherche dans ces domaines précis. Comment le ministre de la Santé peut faire, ou comment le ministre de la Recherche scientifique peut faire, ou quel ministre peut faire quoi? Comment, techniquement, cela peut se mettre en exergue? C'est une décision, c'est simplement une lettre d'accompagnement, qu'est-ce qu'il faut? Ok. Donc déjà, la première chose, l'État offre un cadre. Donc l'université, c'est un cadre, les laboratoires sont des cadres, la faculté, donc c'est un cadre également. Maintenant, les chercheurs qui avaient identifié un partenaire, qui avaient on va dire conclure un don, un partenariat, une contribution du partenaire étranger pour les pays. L'État peut prendre la forme plus tard. On a contribué à un don de ce genre-là. On a demandé à l'État, un ministre de tutelle, de formuler une demande à un des partenaires pour dire que pour le pays, nous avons besoin de tel plateau technique, telle technologie, telle formation pour rehausser en tout cas le niveau du Mali dans ce domaine précisément. Ça trouve que le chercheur avait déjà préparé les terrains et du coup c'était facile. Donc ça c'est un rôle de l'État, les chercheurs à baliser les terrains. Mais juste sur cet exemple déjà, avant de vous laisser continuer, dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lorsqu'on a une liste et que le partenaire s'engage, ça se passe sous forme de don, ça se passe sous forme de prêt, ça se passe en fonction des cas sous forme de don, sous forme de prêt. Comment ça se passe? Par exemple, le cas que vous avez cité. Voilà, donc pour le cas que je viens de citer tout à l'heure, c'est vraiment les dons. Donc en général, en sciences et en technologie, c'est des dons. Donc ça ne coûte que du temps, en fait, pour établir les documents, mais ça ne coûte rien au contribuable malien ni à l'État. Exactement. Maintenant, ce que l'État peut faire comme effort supplémentaire, c'est de faciliter le transport. Des fois, le donateur même transporte jusqu'à l'aéroport. Maintenant, les frais de transit, les dédouanements, l'État doit trouver des exonérations pour cela. Donc là aussi, c'est la contribution de l'État. Et après, quand ça vient, c'est une propriété de l'État. L'État doit accompagner. Maintenant, l'autre chose, il faut faire tourner les machines. Il faut faire tourner la recherche. On a des instruments, il faut des outils, il faut des consommables, si vous voulez. Là, ça, c'est des financements de façon régulière. Et là, l'État doit dégager une ligne budgétaire. Donc, c'est le lieu de saluer, par exemple, un fonds que l'État a mis en place, le fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique, justement pour pallier à ces gaps-là, parce qu'il n'y avait pas de ligne de fonds pour encourager la recherche. Maintenant, donc ça, c'est un fonds qui est donné à certains chercheurs qui sont porteurs de projets pour faire des activités de terrain, aller dans un village le plus reculé, faire des prélèvements là-bas, revenir sur site, donc regarder au microscope avec différents instruments pour proposer des solutions aux problèmes qui se posent avec acuité. Bon, ce que vous dites est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut avoir accès à des dons en sachant qu'on est vraiment dans un gap ou voire même un gros déficit sanitaire. Mais en même temps, ça me fait me poser une autre question qui est de savoir, beaucoup de gens disent que tout de même le domaine de la recherche, le domaine médical, c'est le domaine où il faut investir bien évidemment, mais c'est les domaines et budgétivores et très rentables pour les grosses industries. C'est-à-dire que quand, par exemple, on parle des médicaments, des vaccins, même des tests, on sait qu'il y a une grosse industrie derrière. Et lorsqu'on analyse la situation, par exemple, d'un pays comme le Mali, il y a ce qu'on appelle les flexibilités dans les ADPIC. Les ADPIC, c'est une convention qui a été signée entre différents États au niveau international. C'est ce qu'on appelle GATT en anglais. Et ils ont prévu pour tout ce qui est médicamenteux
que si par exemple un pays qui est considéré comme un pays sous-développé, ce qui est le cas du Mali, veut accéder à des médicaments ou génériques ou même d'origine, on puisse avoir des flexibilités jusqu'à hauteur de 10% du montant. Maintenant, encore ça, faudrait-il le savoir et pouvoir l'activer. Mais toujours est-il que dans la pratique, pareil, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que on ne sait pas, ou parce que derrière, comme ces industries sont des grosses industries et que ça génère beaucoup d'argent et beaucoup de business, désolé de vous dire ça. Même si vous avez bien entendu. Voilà. Donc, comment vous faites pour concilier un peu ce côté humain, ce côté business? Comment l'État peut se retrouver aussi dedans pour créer un équilibre, en gros, entre ces choses qui sont carrément presque antinomiques, quoi. Ça, c'est vraiment très pertinent. Déjà, alors, nous, au niveau de la recherche, ça dépend des domaines. Les chercheurs valident même, en tout cas, sous-traitent le volet recherche et développement de certaines grosses industries. Donc, bien sûr, ils se servent du cadre de l'État, université, centre de recherche, pour valider une technologie, pour essayer de déployer sur le terrain avant que l'industrie ne s'en approprie, pour faire on va dire le développement à grande échelle, la production, la commercialisation, etc. Donc, là, à ce titre-là, bien sûr, quand une industrie se développe, avec de nouveaux produits, avec une nouvelle gamme, ça veut dire qu'il faut recruter aussi. Donc des jeunes qui sont sur ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Et du coup, l'État gagne d'une certaine manière aussi. Ça permet de résorber le chômage, etc. Maintenant, c'est vrai que les pays qui se développent... Est-ce que notre usine même fonctionne encore? On a une usine de médicaments officiellement, mais est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a des investisseurs étrangers qui ont investi dans le domaine. Donc, je pense qu'on fait désormais des sérums physiologiques, des seringues, certains médicaments. C'est en train de se relancer en ce moment. Mais c'est vrai que c'est coûteux. La recherche de base, notre pays n'accompagne pas trop ce qu'on dit la recherche fondamentale. C'est vraiment les nouveaux concepts, les nouvelles découvertes. Parce qu'en fait, dans nos pays, pas seulement le Mali, mais les pays pauvres se disent que l'impact de ces recherches-là, c'est sur le long terme, c'est encore hypothétiquement le long terme. Du coup, ils n'investissent pas là-dedans. Alors que tous les pays qui sont développés, c'est vraiment à travers la recherche et sur le long terme. Sur le long terme, exactement. Parce qu'on plante une graine aujourd'hui, c'est pour récolter les dividendes demain. Donc je pense que c'est un volet dans lequel, y compris les chercheurs et l'État doivent beaucoup s'engager. Ce que je n'ai pas dit aussi, les chercheurs que nous sommes, nous postulons aussi à des financements internationaux sur compétition. Donc nous concevons des projets et on compétit au même titre que des chercheurs français, des chercheurs américains sur différents appels d'offres scientifiques. Il arrive que, en tout cas, les Maliens ont eu beaucoup de financements grâce à ce genre d'appels d'offres. Il y a aussi, bien entendu, certaines fondations, certains bailleurs de fonds qui ont dédié carrément des lignes budgétaires pour des pays à ressources limitées comme les nôtres. Mais dans ces cas-là, les recherches, lorsqu'elles sont faites, est-ce qu'elles appartiennent à l'entreprise? Parce qu'on sait que, par exemple, dans le cadre justement de ce qu'on appelle des inventions de mission, c'est-à-dire que quand vous travaillez dans un laboratoire, si vous faites une découverte, normalement cette découverte appartient au laboratoire. Il peut y avoir un droit de paternité, mais ça appartient au laboratoire. Donc est-ce que dans ces cas-là, vous avez une autonomie de gestion et de recherche, ou vous avez une autonomie de gestion et de recherche cadrée dans une fondation ou dans une entreprise à qui va revenir ensuite les découvertes, par exemple, éventuellement, que vous allez faire? Il y a les deux volets. D'accord. Donc, d'un côté, on fait de la recherche de façon routinière. S'il y a une invention, donc on peut, par le canal du rectorat, donc qui administre toute l'université, donc qui peut porter le projet et qui peut protéger cette invention-là à travers le brevet. Il y a aussi souvent le rectorat, entre l'université, sous-traite avec des entreprises pour délocaliser une partie de la partie recherche et développement. Et au cours de ces activités-là, s'il y a une découverte, donc le propriétaire, c'est vraiment l'entreprise qui a financé la recherche et du coup qui va protéger cette invention-là. Donc l'État a tout intérêt à financer la recherche pour pouvoir En tout cas, on est sur des avancées, quoi. Oui, c'est scientifiquement prouvé. Tous les pays qui ont
qu'on dit développer, il y a un lien direct, il y a ce qu'on dit une collinéarité directe entre les fonds alloués à la recherche et développement et le développement industriel, technologique. Ça va. L'innovation, la création. Voilà. Exactement. D'accord. Ça va ensemble. Comme on arrive presque à terme, même si c'est très instructif, je voudrais quand même que vous nous dites en quelques mots si on doit aujourd'hui créer un lien entre les chercheurs, les potentiels investisseurs, l'État et les citoyens, qu'est-ce qui peut être fait concrètement? Est-ce qu'on a un centre ou une structure qui coordonne un peu tout ça, mais uniquement, vraiment sur le plan médical et scientifique? Ça, c'est la première question. Ensuite, si vous avez une citation qui vous marque ou qui vous a marqué, et après, si vous avez un vœu à faire pour le Mali, pour les Maliens en particulier, et pour l'Afrique et les Africains en général, voire le monde et au-delà. Donc, okay. On va conclure un peu sur ça. C'est ça, ok, c'est un grand défi déjà. Alors, donc la première question, c'est s'il y a un cadre où un chercheur, inventeur, bailleur potentiel, l'État se retrouve dans ce cadre-là. À ma connaissance, il y a le salon de l'innovation technologique, dont je ne sais pas combien d'éditions il y a eu déjà, mais en tout cas, c'est un cadre où des inventeurs surtout se retrouvent avec des bailleurs potentiels, se retrouvent avec en tout cas les autorités au niveau du ministère de tutelle, se retrouvent pour échanger, pour parler des nouvelles technologies, même s'ils sont bien sûr dans la protection intellectuelle, et pour parler des opportunités également. Donc il y a aussi le projet La Fête des Sciences, donc, que le ministère de l'Enseignement supérieur avait lancé en 2016, et que je pilote, voilà, dont je préside la commission d'organisation. Et donc ça, c'est vraiment les différentes universités, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, les inventeurs, les développeurs se retrouvent avec surtout les enfants. C'était le but d'abord, que les enfants découvrent en tout cas tout ce panorama scientifique, technologique, pour voir maintenant comment ils peuvent se spécialiser dans ce domaine-là et qu'on ait plus de scientifiques au Mali. Et aussi, on a constaté que c'est un cadre aussi où différents chercheurs dans différents domaines, ou différents développeurs, ils peuvent échanger. 30 secondes. Ils font des projets de collaboration. Voilà. Donc maintenant, pour un appel que je pourrais lancer aux autorités au Mali, en Afrique, c'est vraiment de développer les sciences et les technologies. Parce que le développement que nous voulons aspirer, bien sûr, à juste titre, c'est à travers les sciences et les technologies. Est-ce qu'il y a une citation à laquelle vous pensez tout de suite pour conclure? Citation tout de suite, hein? Non, pas tout de suite. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Sur ce, on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs dimanche prochain, donc sur la même chaîne et à la même heure. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous remercie pour votre disponibilité et pour ces échanges qui furent instructifs et enrichissants. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. À bientôt. À bientôt.